Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Cafés de l'Histoire de la Cime que nous faisons coïncider, parce qu'on a l'habitude de se rencontrer le jeudi matin, mais que nous faisons coïncider aujourd'hui avec la Journée internationale des droits des femmes. Et il paraissait naturel de consacrer cette édition des Cafés de l'Histoire, eh bien justement à la place des femmes dans l'histoire du capitalisme familial mulhousien. On a l'habitude de dire que derrière chaque grand homme, il y a une femme encore plus grande qui se cache. Et Marc Riesenthaler, qui, comme vous le savez, est un membre actif et engagé du groupe de travail Histoire de la Cime, qui est également un descendant d'Antoinette Nick et d'Olga Quéclin, va nous montrer qu'à l'œuvre derrière ces industriels dont on a l'habitude de parler ici, eh bien, il y a des femmes qui sont loin d'être aussi, comment dire, enfin, elles sont beaucoup plus actives que ce que les oraisons funèbres qu'on lit au 19e laissent entendre. Hein. À lire ces oraisons funèbres, on a affaire à des épouses aimantes et pieuses, sévères, qui sont forcément comblées par des familles nombreuses, mais elles sont également très actives dans un certain nombre de domaines. Et Marc Litzenthaler, qui a travaillé à partir des bulletins d'Assim, qui a travaillé à partir de la bibliographie et à partir d'archives, va nous montrer justement ô combien ces femmes sont actives dans plusieurs domaines. Alors Marc, la première question que j'ai envie de te poser, parce que c'est souvent quelque chose qui revient justement dans ces portraits qu'on fait de ces femmes industrielles au 19e, première question que j'ai envie de te poser, elle concerne l'action philanthropique, hein, qui traditionnellement est associée à ces femmes industrielles de la cime. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, merci beaucoup pour, cette introduction, Régis. Donc, effectivement, comme tu le dis, on va commencer par parler de la philanthropie et les femmes. Donc l'action de philanthropie envers les femmes, vers les femmes et aussi la philanthropie mise en œuvre par les femmes. Alors, au début du 19e siècle, les femmes sont a priori, pour la philanthropie, ce sont des ouvrières. Beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie, ce sont des milliers de femmes et aussi d'enfants. Et on trouve dans les bulletins de la CIM quelques citations comme la main de la femme produit un travail plus propre et précis. Donc, les mains des femmes sont très importantes pour la précision, pour le travail qu'elles peuvent faire. Néanmoins, c'est un travail pénible ou très pénible. Elles travaillent beaucoup, les femmes et les enfants.
Il est toutefois considéré, en tout cas, dans la tête des industriels et de la cime, que si ce travail est pénible, c'est quand même une avancée sociale par rapport au travail à la ferme ou, en dehors de l'usine. Donc le travail à l'usine est considéré comme une avancée sociale. Elle travaille beaucoup. Le temps de travail est donc, un sujet. C'est pas le sujet principal d'actualité à Mulhouse. La grande cause des industriels de Mulhouse, c'est celle des enfants. Le travail, la législation, concernant le travail des enfants est à l'origine des industriels de Mulhouse et du lobbying des industriels de Mulhouse. Néanmoins, dans tous les travaux préparatoires et de débat, on se demande: «Est-ce qu'il faut, inclure les femmes ou non?» Est-ce que voilà. L'un des arguments pour ne pas inclure les femmes, est-ce, égoïste ou non, c'est de dire qu'elles ne le réclament pas et que si on diminuait leur temps de travail, eh bien, du coup, on diminuerait leurs revenus et on les mettrait dans une situation improbable. Néanmoins, en 1892, donc bien après la loi sur le travail des enfants, finalement, la loi limite le nombre d'heures de travail à 11 heures maximum, tout de même, et le travail de nuit et donc c'était aussi évidemment appliqué à Mulhouse. Un fait notoire, vous savez que le comité d'utilité publique est un grand comité qui a eu beaucoup d'actions et d'initiatives dans le cadre de la CIM et ce comité d'utilité publique a été créé suite à la lecture d'un mémoire du docteur Weber qui traitait du travail des femmes dans les manufactures et ça a déclenché, l'adoption immédiate de l'idée de créer un comité d'utilité publique parce qu'il était inadmissible pour les personnes de la CIM de laisser ce sujet de travail des femmes et des conditions de travail sans s'y intéresser. Alors pour continuer, ben, c'est aussi les activités de ce comité d'utilité publique. Il y a les caisses d'épargne. Les caisses d'épargne, qui avaient commencé un petit peu avant le comité d'utilité publique, on constate et c'est aussi dans les rapports qui sont faits au sein de la CIM, que les femmes épargnent plus et que les femmes utilisent plus les caisses d'épargne. Donc les caisses d'épargne sont sont vraiment destinées la promotion est faite vers les mères de famille, pôle de stabilité pour les familles, ça marche puisque c'est elles qui épargnent le plus. La deuxième grande chose, c'est, l'association des femmes en couches. Alors c'était une préoccupation dès 1830. Que faire quand les femmes ont un enfant? Comment les accompagner? Mais finalement et sous l'impulsion du comité d'utilité publique de la CIM, en 1863, une expérience est menée chez DMC et qui va permettre aux femmes d'avoir un congé pour allaiter leurs enfants et les constats qui sont faits, c'est que ces congés permettent de réduire la mortalité des enfants à 25. Donc l'expérimentation est faite et partagée et en 1866, il y a la création de l'association des femmes en couches qui s'applique à la plupart des industriels mulhousiens ou des industries mulhousiennes et qui est en quelque sorte le précurseur du congé de maternité. Donc l'idée, c'était de payer un salaire à l'accouchée pour lui permettre de rester 6 semaines à la maison pour allaiter son enfant. Il y avait un but médical, hein, et en même temps, l'allaitement maternel était quelque chose que les industriels voulaient promouvoir et un but moral, c'est-à-dire de créer le lien entre la femme et son enfant. Enfin, sur la philanthropie, il y avait beaucoup d'actions au niveau de l'éducation. En 1864, l'automatisation arrive, beaucoup de métiers, de machines remplacent, ces métiers qui étaient complétés par les mains fines et délicates et précises des femmes et donc les comités de la CIM s'interrogent: qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir comme carrière à ces femmes? Puisque chaque jour, il y a des nouvelles machines qui remplacent leur travail. Et la première initiative, c'est au sein de l'école de dessin de la CIM, d'ouvrir un cours de dessin spécialement destiné aux filles. Le dessin était très important puisque le dessin, c'était les motifs qui s'appliquaient sur les tissus.
Et puis, un petit peu plus tard, en 1884, en une nouvelle fois, la CIM s'interroge, qu'est-ce qu'on va pouvoir, proposer aux femmes? Et donc, une énumération de nouvelles techniques qui se présentent, comme la gravure, la lithographie, la chromolithographie, la retouche de photographie, sont énumérées. Des métiers très techniques, vous voyez, des métiers qui ne sont pas, qui apportent, des métiers artisanaux, enfin, qui apportent une certaine technique. Et dans la foulée, la création de l'école d'art professionnel de jeunes filles, va être créée, et cette école est créée à l'initiative de la CIM, et elle va continuer à exister jusqu'au XXe siècle. Alors c'est aussi très intéressant parce que cette école est créée par la CIM. La CIM, c'était que des messieurs, mais avec l'adjonction des dames patronesses. Et ces dames patronesses, répondent tout de suite présent, et un comité mixte, même si elles ne sont pas adhérentes à la CIM, rassemble 15 hommes et 52 femmes. Et donc, à partir de 1884, chaque assemblée générale de la CIM va donner la parole à ces 52 femmes ou leurs représentantes pour faire le point sur l'école d'art professionnel de la CIM. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la grande porte de l'histoire, qu'elles sont rentrées dans l'histoire de la CIM par ces comités et par la création de cette école d'art professionnel qui a duré qui a existé jusqu'au XXe siècle. Alors évidemment, après, elle s'est de l'ambition initiale, elle s'est vite transformée vers du secrétariat, de la comptabilité, des métiers qu'on retrouve plus classiquement aujourd'hui dans les métiers féminins. Mais à l'origine, c'était vraiment pour pouvoir proposer des métiers ouvriers techniques. Alors les patronesses, je les ai mentionnées, c'est un élément important, donc c'est grosso modo les femmes des patrons, et qui s'occupaient en fait dans la philanthropie, alors là vraiment dans les bonnes œuvres, hein. Et ça a commencé vers 1834-1836. Et donc c'est mesdames Favre-Coquelin, Schlumberger, Coquelin fils, qui ont créé les premières salles d'asile, donc les premiers patronages. Ils étaient répartis géographiquement dans la ville de Mulhouse. Chacun avait un petit peu son secteur géographique, et elles s'organisent en comité comme les gens à la CIM en fait. Elles copient un petit peu l'organisation à la CIM, elles s'organisent en comité, et avec ces comités, elles vont, créer un certain nombre d'œuvres et d'activités. En 1855, c'est l'initiative de ces patronages, c'est la création du diaconat sous l'impulsion de Caroline Quéclin et du consistoire réformé de Mulhouse. Le diaconat aujourd'hui persiste, c'est une énorme institution à Mulhouse avec toujours énormément d'employés. C'est peut-être, on pourrait dire que les créations à l'initiative des femmes aujourd'hui ont plus perduré que les industries classiques des hommes. D'autres héritages de ces patronages, c'est le Centre Papin, le Centre social de la Porte du Miroir, le Centre social de la Porte Haute. Eh bien, en fait, ces centres sont finalement les patronages. L'association des patronages a été, dissoute, il n'y a pas très longtemps, au début du XXIe siècle, là. Elle a été dissoute à ce moment-là parce qu'il y avait plus besoin d'action, mais elle continuait à exister, à aider avec les restes de capitaux qui restaient, ces différents centres, et donc les sommes qui ont été, de cette association ont été distribuées à ces centres sociaux. Pour terminer sur cet aspect-là, Marc, la question que je voudrais te poser concerne la naissance du féminisme. On sait que Jules Siegfried vient faire une conférence à Mulhouse en 1900 où il est question justement de féminisme. Oui, alors, ces femmes d'industriels étaient aussi, très actives et très curieuses de tout ce qui se passait, et logiquement, elles se sont aussi intéressées aux questions féministes. Il y a un certain nombre
de femmes mulhousiennes qui ont été très actives, qui ont créé les premiers comités féministes en France. Une illustration est une conférence qu'il y a eu à la CIM au début du 20e siècle, je ne sais plus exactement la date, sur la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande menait des expériences sur le travail des ouvriers, sur le temps de travail des ouvriers, mais aussi sur le travail des femmes et sur le droit de vote des femmes. Et donc cette expérience était relatée à la CIM, probablement sur le point de vue industriel, mais on voit dans le compte rendu que 40% de la conférence traite en fait du féminisme et des expériences féministes en Nouvelle-Zélande, et où la conclusion est que probablement, certainement, ces expériences arriveront aussi chez nous à un moment ou un autre. Merci. Le deuxième grand temps de ce café histoire, on a choisi de le consacrer aux femmes ingénieures. Alors, on a commencé d'aborder la question de la formation auparavant, mais qu'est-ce que tu peux nous dire du rôle de la CIM dans la construction de cette figure de la femme ingénieure à travers les écoles de Mulhouse à la fin du 19e, au début du 20e siècle? Alors, c'est une très bonne question. La CIM, on peut toujours articuler autour de la philanthropie, les ingénieurs et puis les industriels. On est à la deuxième partie. Alors, pour recadrer, la première femme qui a présenté le baccalauréat en France, pas à Mulhouse, hein, en France, c'est 1861. Donc les femmes en général, au 19e siècle, sont exclues de la culture scientifique. On a déjà vu que l'école d'art professionnelle qui avait été proposée, dans la seconde moitié du 19e siècle pour les femmes, proposait un certain nombre de filières techniques, scientifiques, pour celles-ci. Néanmoins, quand on revient maintenant au début du 19e siècle, il faut être honnête, et j'appelle des anomalies les travaux de femmes ou les contributions de femmes, des anomalies, c'est-à-dire des choses qui se passent, exceptionnelles et qui sont pas normales, et elles sont pas forcément bien accueillies. Dans les bulletins de la CIM, j'ai retrouvé 2 histoires, cocasses qui retracent un petit peu ça. L'histoire de ces 2 pauvres dames, je dirais, madame Brubbeck qui, a déposé un brevet sur l'utilisation de la colophane dans l'utilisation du coton, donc quelque chose de très technique et de très utile. Elle a déposé son brevet, alors elle est citée comme madame veuve Brubbeck, heu, sous-entendant que probablement l'invention a été faite par son mari, et il s'est, accaparé cette invention. C'est pas normal qu'une femme dépose une invention, hein, et finalement, du bout des dents, ou du bout de la bouche, le comité de chimie de la CIM va l'accepter, mais en pensant que l'invention est vraiment masculine quand même, hein. La deuxième histoire est peut-être encore plus cocasse, c'est madame Stuttgart. Alors, elles se sont procédées d'après permettant de blanchir la paille, la soie, la laine, les plumes, toute une autre énumération, étaient réellement utiles ou non, je ne peux pas en juger. Néanmoins, elle le présente à la CIM, et or, elle est reçue de manière, très, très froidement, comme quoi, la CIM, le comité de chimie, n'accepte pas de nouvelles contributions, puis elle insiste, elle s'accroche, elle réécrit, elle réécrit. Finalement, la CIM va lui répondre qu'elle connaît déjà le procédé, et puis enfin, finalement, elle va la rencontrer, et puis elle va quand même avoir une audience et pouvoir présenter son procédé. Mais vraiment, on voit dans tout le dialogue, et alors que en général, les comptes rendus du comité de chimie sont très consensuels et très ouverts à l'ouverture scientifique, là, le fait que cette dame, soit une femme, lui met beaucoup de bâtons dans les roues. Alors, il y a quand même un peu des choses qui évoluent. Une chose, une première chose, quand on va voir dans les bulletins de la CIM, la première femme qui est vraiment reconnue, comme scientifique de haut niveau, et évidemment tout le monde est d'accord sur ce point-là, encore aujourd'hui, c'est Marie Curie. Elle n'a que très peu à voir à Mulhouse. Le grand-père de son mari, était à Mulhouse, était docteur à Mulhouse et membre de la CIM, mais c'est vraiment le seul lien qu'on peut voir avec Mulhouse. Néanmoins, il y a une conférence qui est faite sur les travaux de Marie Curie à la CIM,
et c'est la première fois dans tous les rapports des bulletins de la CIM qu'on retrouve vraiment la reconnaissance d'une femme scientifique de haut niveau et première. Et puis, la première personne, vous savez que la CIM a toujours décerné des prix pour encourager l'innovation et un certain nombre d'autres domaines. La première personne qui a reçu un prix de la CIM est en 1920, on sait tardivement, et c'est Julie Baudonneau qui reçoit le prix Schaeffer pour son cercle chromatique esthétique qu'on voit à droite, qui permettait donc de de calculer les couleurs et de voir les couleurs. Donc, c'est peut-être pas une invention radicale, je sais pas, je ne peux pas juger, mais en tout cas, c'est la première femme qui a reçu un prix de la CIM, donc c'est, je dirais, dans l'histoire de la CIM, quelqu'un de très important. Ceci dit, on peut préciser au passage que les premières femmes qui sont à l'école d'ingénieurs de chimie, elles sont pas originaires de la région, mais elles viennent plutôt d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, hein, pendant la période allemande. Pour le temps passant, oui, voilà, pourrais-tu développer Voilà, davantage le portrait d'une ingénieure spécifique, voilà, alors en l'occurrence celui de Thérèse Odilmont? voilà, Thérèse de Dilmont est un peu une exception. J'ai l'audace de la ranger dans la catégorie des ingénieurs, puisqu'une ingénieure est une personne compétente, professionnelle, dont la vocation est de répondre à les problématiques d'ordre technique grâce à des outils scientifiques, économiques et humains. C'est exactement ce qu'elle a fait. Thérèse de Dilmont était experte en broderie à Vienne et elle rencontre Jean Dollfus en 1878 lors de l'exposition universelle. Ils rencontrent, ils échangent, etc. Au même moment, DMC développe des nouveaux procédés pour le fil, pour la brillance du fil, et ils trouvent vraiment une convergence d'intérêts entre le fil et la broderie, et une convergence économique. Et donc, Jean Dollfus propose à Thérèse Dilmont de rejoindre DMC, de venir à Mulhouse. Et donc, elle va venir à Mulhouse et elle va collaborer avec DMC pour justement promouvoir les débouchés industriels de ces fils par le biais des travaux, des ouvrages de dames. Et elle va développer ça de manière très rigoureuse, très technique, en publiant des ouvrages, des techniques. Et donc, elle va apporter plein d'innovations qui vont bénéficier à l'industrie locale. Donc, c'est pour ça que dans cette histoire, je dirais que Thérèse de Dilmont est sans doute une ingénieure qui a ramené sa technologie au service de l'industrie mulhousienne et qui l'a permis de la développer. Merci Marc. Le temps passant, après avoir dressé le portrait des femmes philanthropes, des femmes voilà, ingénieures ou scientifiques, est-ce qu'on ne pourrait pas également se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu des femmes qui ont joué un rôle dans les entreprises mulhousiennes qu'on connaît bien? Est-ce Alors qu'il n'y a pas avant des de portraits de femmes importants qu'on pourrait mettre en avant, ouais, qui ont conduit à un moment donné ou à un autre, pour des périodes courtes, la ouais. vie des entreprises mulhousiennes? Alors avant d'aborder ces femmes illustres qui ont joué un rôle dans les industries, elles avaient un rôle discret de tout de même, mais elles participaient évidemment au rôle d'encouragement des enfants, au rôle d'éducation des enfants. Elles participaient à la vie mondaine ou culturelle et artistique. Donc participer aux événements organisés par la CIM, comme les concerts de Liszt ou des choses comme ça. Elles avaient un rôle d'artiste, elles créaient nationalement, certaines avaient des réputations nationales, mais elles exposaient aussi à la société industrielle. Et puis d'autres, comme on l'a déjà évoqué, s'engageaient. Emma Koechlin-Schwarz, qui est la première présidente de l'Union des femmes de France, ce que je disais déjà tout à l'heure. Julie Piot-Siegfried, dont le père fut passeur à Mulhouse, donc qui a grandi à Mulhouse, s'engage dans le Conseil national des femmes de France. Donc vraiment, ce point dont on abordait tout à l'heure, elles s'engageaient beaucoup et elles avaient un rôle discret ou politique ou d'engagement au sein du féminisme. Parmi les femmes industrielles qui ont eu un rôle prénominant, je pense qu'Anne-Marie Mead est l'une des personnes les plus notoires. Anne-Marie Mead, qui est une des filles de Mathieu Mead, de la maison Mead sur la place de la Réunion, elle épouse Daniel Dollfus en 1793.
Et c'est grâce à sa dot que Daniel Dollfus peut vraiment poser les fondations du DMC que l'on connaît aujourd'hui ou qu'on a encore mieux connu au début du XXe siècle ou du XIXe siècle avec sa prospérité. Malheureusement, Daniel Dollfus meurt très jeune, en 1815. En attendant, Anne-Marie Mead a quand même eu 11 enfants avec lui, hein, donc c'est quand même un certain travail. Mais donc, au décès de Daniel Dollfus, elle devient l'associée de l'entreprise avec autorisation de gestion de pouvoir. C'est-à-dire qu'elle gère effectivement l'entreprise. Ses 4 fils qui vont reprendre l'entreprise plus tard, malheureusement, se disputent un peu, sont jeunes, fougueux, et donc elle gère l'entreprise et elle met les points sur les i et elle définit les décisions stratégiques jusqu'en 1824 où elle estime que maintenant ses fils se sont à peu près calmés, sont en mesure de gérer l'entreprise et donc elle leur transmet dans des conditions avec un acte très précis de ce que va faire chacun et dans quelles conditions, elle leur transmet l'entreprise et se retire un peu des affaires. Néanmoins, avec Nicolas Coquelin, elle va être au cœur de la création du nouveau quartier de Mulhouse et la moitié des immeubles du nouveau quartier sont pour Anne-Marie Dollfus, ses enfants, etc. Donc, elle a vraiment géré, financé, géré, donné de l'ampleur à une entreprise mulhousienne, mais en même temps, elle a éduqué ses enfants, leur donnant des valeurs morales. Et on sait que ces 4 enfants, chacun dans leur rôle, ont eu un rôle éminent dans le développement de Mulhouse et de l'industrie mulhousienne et de la philanthropie mulhousienne au 19e siècle. Oui. Et dans les documents, on la retrouve qualifiée de manufacturière de première classe. Un dernier aspect, peut-être avant de passer aux questions, puisqu'il est 9h, Oui. 9h24. Voilà, Alors, il y en avait celui des d'autres, legs et des prix. il y en avait d'autres, Henriette Ribert-Quételin, la Henriette de la rue Henriette, Mm. avait aussi épousé Édouard Coquelin. Et quand il est décédé jeune, elle est aussi devenue gestionnaire de l'entreprise Nicolas Quételin et Frères et Maison Quételin Frères. Donc elle n'est pas la seule, mais Anne-Marie Mick était la plus connue. Généralement, les femmes, quand elles sont devenues veuves, qui prennent la tête des affaires sont rares. Par contre, elles créent des dons et des legs, c'est-à-dire beaucoup des prix de la CIM sont encouragés par des dons et des legs qui permettent de maintenir la mémoire de leur mari et elles vont financer aussi le rayonnement de la CIM par ces dons et ces legs et la création de ces prix mémoriaux. Ensuite, on voit avec le XXe siècle qui arrive, de plus en plus de couples s'engagent, les colonies de vacances, les Lalances évidemment, les Valaques aussi. Donc il y a énormément d'actions qui sont alors maintenant des actions de couple, plus de femmes ou d'hommes, mais de couples au sein de la philanthropie. Une dernière personne qu'il faut mentionner, c'est Gabrielle Coquelin, qui avait hérité d'énormes propriétés à Mulhouse et qui n'avait pas d'héritier. Donc, elle a fait don à la ville de Mulhouse, mais aussi à la CIM, d'un certain nombre de ses propriétés qui ont permis de renflouer les caisses, de créer l'université de Mulhouse. Il faut noter que c'est la seule femme qui a eu droit à une notice nécrologique. Alors, c'est un petit peu, voilà, mais c'est une tradition dans les bulletins de la CIM. C'est la seule femme qui a eu une notice nécrologique dans le bulletin de la CIM en 1964. Et puis, quand on arrive au XXe siècle, euh, à partir du milieu du XXe siècle, on voit que les femmes commencent à adhérer à la CIM. Les premières femmes sont encore une fois des Dollfus, des Schlumberger, comme au début du XIXe siècle, comme les premiers messieurs. Forcément, ça devait être les épouses de ces messieurs. Et elles commencent à s'engager, à adhérer à la CIM quand on prend les relevés des bulletins d'adhésion. Et enfin, en 2007, Catherine Jorbaud est élue présidente de la CIM, donc c'est la première femme qui est présidente de la CIM. Il y a eu aussi au sein du conseil d'administration de la CIM en 2018, Anna Morard,
Aujourd'hui, malheureusement, si je ne me trompe pas, il n'y a plus de femmes au conseil d'administration. C'est peut-être un appel. Et puis, si on regarde depuis 2015, les prix de la CIM qui sont toujours actuels, il y a eu, 9 femmes lauréates, des prix de la CIM pour Talentissime ou Elan Elotissime. Donc, voilà, elles jouent un rôle de plus en plus important aujourd'hui. Voilà. Et puis évidemment, toute autre équipe d'animation de la CIM qui est féminine, merci à elle. Oui, effectivement, je pense Voilà. qu'on peut rendre un hommage tout particulier à Natacha, Sophie Isabelle. Et Natacha, on pense bien à elle puisqu'elle est, elle est souffrante aujourd'hui et on l'embrasse. Et donc, pour conclure, en 2021, quelle est la situation? Alors en 2021, 33%, 2021 puisque les chiffres ont été sortis il y a 2 ans, 33% des femmes dans les groupes de travail de la CIM, un tiers. Un beau chiffre. Si on compare à 9% de femmes créatrices d'entreprises dans l'industrie en France. Alors est-ce que c'est plus? Est-ce que ça veut dire que la CIM est un lieu d'ouverture, de collaboration où les femmes ont tout à fait leur place et que ça va encore plus se développer dans l'avenir? Sans doute, soyons positifs. Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein et que on se rend compte que 33%, c'est encore bien moins que la moitié de l'humanité et de la voilà, et qu'il faut continuer les efforts, certainement aussi, je vous laisserai juger. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à en poser via le chat, des questions que vous souhaitez poser à Marc, des demandes de précision. N'hésitez pas, on a le temps pour quelques questions. Alors, du coup, je vais peut-être poser une question qui en amorcera d'autres. Pour revenir sur Anne-Marie Mig, moi que je trouve enfin, être une femme passionnante, quelles sources dispose-t-on pour étudier ce personnage? Ah, c'est une très bonne question, Régis. Hem, Très peu en fait, c'était aussi une des motivations qui m'a poussé à choisir ce sujet puisqu'il n'avait jamais été traité ou très peu traité, les femmes dans l'histoire de la cime, donc j'aime bien les défis. Hem, les sources, en cours d'exploration, ce sont aux archives de Mulhouse, ce sont les archives de DMC, ce sont les archives familiales, essayer de trouver un certain nombre de points, référents, sur la vie, et l'action économique de, Anne-Marie Dollfus. On trouve ces notices nécrologiques, on trouve un certain nombre de choses, mais qui restent très, très neutres. Donc là, c'est un peu l'ouverture vers, le tome 2 de ce travail, trouver un petit peu plus sur Anne-Marie Mige et aussi, j'aimerais bien trouver sur, Henriette, Weber-Cléclin, qui sont 2 femmes qui ce serait intéressant de pouvoir illustrer un petit peu leur travail économique, avec des sources, validées. Bien sûr. Une question peut-être qui serait posée entre-temps? Non, toujours rien. Alors, du coup, je vais en poser une deuxième. Est-ce que le trait caractéristique de toutes ces femmes dont on vient de parler, c'est leur engagement? Ne serait-il pas, entre autres, d'être des chrétiennes, enfin des protestantes engagées dans la cité, et désireuses de s'engager d'une manière différente que ce que des dames patronesses catholiques, par exemple du nord de la France, pourraient faire? Alors on voit évidemment, elles étaient toutes, femmes d'industriels, les industriels étaient protestants. On voit dans la création du diaconat que c'est quelque chose fait avec le consistoire réformé de Mulhouse. Donc oui, la religion et les valeurs protestantes, transparaissent aussi dans cette action philanthropique, oui. Merci. Ah, une question de Cécile Modenez. Je te la pose. On retrouve le même schéma à Guebwiller où les femmes industrielles œuvrent dans des domaines philanthropiques et culturels. Est-ce lié à leur religion? Et qu'en est-il, donc on vient d'y répondre partiellement, et qu'en est-il du rôle éducatif de la mère protestante? Alors ça, c'est probablement le thème du 3e volume. Je sais que Régis, tu me poses aussi ces questions-là. Je pourrais pas affirmer aujourd'hui avec beaucoup de détails, mais c'est évidemment,
après avoir zoomé sur quelques personnes comme, Anne-Marie Migue ou, Henriette, j'aimerais bien, voir un petit peu le rôle éducatif dans, des mères. On a un certain nombre de lettres, on trouve un certain nombre de lettres où on voit, qu'elles écrivent à leurs enfants qui sont partis dans des fondations en Suisse ou à Paris en formation, où elles, leur rappellent les valeurs, elles leur rappellent, l'intérêt à l'ouverture d'esprit, à l'éducation, savoir que, il ne faut pas faire que de la chimie, mais il faut aussi lire, connaître la poésie, donc l'ouverture d'esprit est très importante. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'encouragements dans ce sens-là. Hem, je suis un petit peu juste aujourd'hui pour pouvoir l'illustrer avec des exemples. Merci. Une dernière question de Caroline Colbel. Rédiger un livre, est-ce prévu? Et est-ce qu'à partir de, voilà, de tout ce travail énorme que tu es en train de faire, tu aurais le projet de rédiger vraiment quelque chose qui prendra la forme d'un livre? Eh bien, ça a commencé avec l'ouvrage de la cime il y a 2 ans. Maintenant, il y a beaucoup de notes qui s'accumulent, il y a encore un peu de temps, peut-être un jour, je sais pas. Pour Il l'instant, faudra que tu en fasses quelque chose. voilà, on verra ce que ça Probablement. deviendra. Voilà, on verra pour mes vieux jours à la retraite. Bien, merci beaucoup. Je regarde juste s'il y a une dernière question peut-être qui se pose via le chat. Non, a priori, ce n'est pas le cas. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier chaleureusement, Marc, à remercier évidemment les membres de la CIM qui sont connectés et on se donne rendez-vous pour une prochaine édition qui sera consacrée à l'histoire de l'Horreur Port qui n'avait pas pu avoir lieu en décembre dernier, mais qui aura lieu au mois d'avril. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne journée. Merci. Au revoir.